Donc je suis Cassandre Nadjar, je suis professeure chez Vocation CRPE et dans la vraie vie, je suis formatrice à la DSDEN de l'Essonne et donc évidemment, comme je vous le disais, je fais partie depuis pas mal d'années des jurys du CRPE. Alors, écoutez, dites-moi vous d'où vous venez, ça m'intéresse toujours les petits CRPistes, futurs CRPistes. Est-ce que vous faites partie de notre promo Agathe cette année? C'est-à-dire ceux que nous avons eu le plaisir de former depuis presque un an maintenant. Dites-moi si ce n'est pas le cas, dans quelle académie vous allez le passer ou est-ce que vous êtes en train de le passer? Allez-y. Décrivez-vous un petit peu dans le chat, ça m'intéresse de savoir d'où vous venez. Alors, en master Léa à Orléans, très bien. Master 2, donc prête pour le concours externe l'année prochaine. Académie de Bordeaux, vous avez passé des écrits en candidat libre, bravo. Je croise les doigts pour vous, Alice. Candidat libre à Bordeaux pour Charlotte, bravo aussi. Voilà, je croise les doigts pour tout le monde, bien évidemment. Emma en préparation en solo. J'espère en tout cas que nos cours gratuits vous aident malgré tout à comprendre les attendus et à vous préparer, puisque vous pouvez d'ailleurs les retrouver hein, sur comment, notre chaîne YouTube. Pardon. Alors, Aix-Marseille, donc bien évidemment, hein, il y a des académies plus complexes que d'autres pour la réussite du concours et cela est dû au fait qu'il y a moins de postes dans certaines académies. Donc, Académie de Montpellier pour Rodrigue, en reconversion professionnelle pour Émilie. J'ai justement fait une vidéo qui a eu pas mal de succès, un cours gratuit sur la reconversion professionnelle et l'engagement personnel que ça implique. Donc, bravo, Émilie. Je suis moi-même une reconvertie, je sais ce que c'est. Alessia, Académie de Nancy Metz en troisième voie, admissible à Toulouse. Ah bon, mais Morgane, vous avez déjà les résultats de l'admissibilité pour Toulouse. Eh bien, ça va vite. Cassandra, un très joli prénom. Je l'ai passé à Lyon cette année en candidat libre. Juliette, Académie de Lyon. Résultat demain. Ah oui, donc chez vous, dans certaines académies, c'est bientôt. Là, 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 vraiment, je croise les doigts. Donc moi, je corrige Versailles. Donc c'est un peu plus loin. CRPE à Toulouse. OK. Donc c'est bien cette fois-ci. J'ai souvent beaucoup de candidats qui sont issus de notre promo. Donc aujourd'hui, c'est du sang frais, du sang neuf qui est là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. En préparation pour le CRPE 2025 à l'Académie de Lyon. OK. Montpellier, Solo, Académie de Versailles. Écoutez, on se verra peut-être aux oraux, Jessica. Je n'ai pas vu votre nom de famille, je ne veux pas vous connaître parce que si je vous reconnais, je serai obligée de me dédire. Vocation CRPE, si ça ne passe pas, Flavia, écoutez, franchement, je souhaite que ça vous passe, que ça passe pour vous cette année, que vous n'ayez pas besoin de nous, franchement. En tout cas, si vous venez avec nous l'année prochaine, on vous préparera au mieux. C'est clair que de se préparer, c'est une bonne idée hein, d'y aller une fois en candidat libre. Après tout, si vous êtes organisé, et j'en parle dans une de mes vidéos sur l'organisation des révisions, si on s'astreint à une discipline de fer, c'est aussi possible. Alors c'est vrai que par une préparation comme celle de vocation, on vous aide grandement, ça, il n'y a pas de souci. CRPE 2025, donc pour certains d'entre vous, en effet, vous êtes en reconversion, vous vous préparez pour certains pour l'année prochaine. Donc, c'est clair que ce live est fait pour vous. Si vous le passez cette année, ce live est fait pour vous aussi parce que ça va vous éclaircir, notamment sur les oraux. On y va. Je passe la prochaine slide. Le sommaire, donc, la présentation de notre formation, alors elle va être tout du long, elle va être diffuse puisque je vais vous la présenter en fonction des épreuves et de ce qu'on trouve dans la maternelle au sein du CRPE. Quelques éléments essentiels que vous pourrez partager au moment des oraux qui pourront être une possibilité pour vous de faire preuve de culture générale en lien avec la maternelle. Quelques applications concrètes et des explications concrètes de la maternelle dans la classe, le lien entre le CRPE et la classe. On parle tout le temps de projet avec la maternelle et on en parle de manière inappropriée. Donc,
grâce à cette vidéo, vous serez bien au clair entre concernant la différence entre un thème et un projet, et connaître cette différence est un vrai plus dans vos échanges avec le jury. Comment évaluer? Ça, c'est absolument nécessaire de le comprendre, et vous pourrez notamment être interrogé, que ce soit dans la leçon, mais également, pourquoi pas, dans votre connaissance du système éducatif, et même pour l'oral de l'EPS, puisque on évalue de la même manière pour tous les domaines à l'école maternelle. Et quelques éléments clés, et un élément clé d'application pour le concours, avec un exemple de séance, de création de séance, de leçon. Alors, attendez la fin du live, parce qu'on a une offre en ce moment pour ceux qui se posent encore des questions. On a une super offre en ce moment concernant votre inscription chez Vocation CRPE. Alors, je partage avec vous des éléments institutionnels, c'est obligatoire, c'est vraiment essentiel. Une référence institutionnelle, c'est Eduscol. Alors, Eduscol, c'est très vaste. C'est pour ça que quand on participe à la formation de vocation CRPE, nous, on vous cible vraiment, comme vous allez le voir à la fin du live. Je vais vous donner mes références, les références que j'ai utilisées depuis Eduscol pour construire ce live. Mais quand vous avez aussi une question, une demande, vous avez envie de trouver une leçon concrète, une séquence, une séance concrète, le truc à savoir pour rechercher correctement et ne surtout pas aller vous perdre dans Princesse Zouzou du 9.3, etc., les sites complètement non institutionnels et qui vont peut-être vous faire prendre des décisions fausses, ça serait, voilà mon conseil. Vous tapez concrètement votre demande dans votre moteur de recherche. Par exemple, leçon de phonologie en moyenne section ou séance de phonologie en moyenne section, et vous ajoutez le mot académie. Comme cela, on va vous diriger, votre moteur de recherche va vous diriger vers une académie, ce qui va vous permettre d'avoir des propositions tout à fait adaptées. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, je les regarde. Si jamais je ne peux pas vous répondre, normalement, nous avons, je ne sais pas si elle est présente là, j'ai oublié de la présenter. J'ai Calypso qui est en lien avec moi sur ce live pour répondre à vos questions, parce que évidemment, je ne sais pas tout. Voilà, j'avance. Donc, le programme, le BO, qui date de 2021. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais en parler dans une prochaine slide, mais les programmes vont changer. Donc, pour ceux qui passent le CRPE, j'espère que vous allez le réussir cette année, parce qu'il y a de fortes chances que les programmes évoluent, changent de la maternelle jusqu'au CE2, a priori. C'est les bruits qui courent. Alors, bien évidemment, hein, si les programmes évoluent, notre préparation évoluera et on vous accompagnera à la prise en compte de cette évolution. L'actualité de la maternelle. Il est absolument nécessaire, juste avant le concours et les oraux, d'être au fait de ce qui se passe dans l'actualité de l'éducation nationale, parce que clairement, on peut vous poser la question, surtout si vous êtes un bon candidat d'ailleurs, quelles sont les actualités en lien avec l'éducation actuellement? Ce qu'il est très important de savoir en lien avec la maternelle, c'est que depuis 2022, il y a un plan maternel qui a pour objectif principal de former tous les enseignants à mieux enseigner en maternelle, notamment dans les fondamentaux en français et en mathématiques, dans l'objectif évidemment de faire réussir tous les élèves. Également, nous sommes en cours d'obtention de l'objectif 100% dans les classes, dans les effectifs de classe des grandes sections, de 24 élèves maximum en grande section CP et CE1 à la rentrée 2022. Ça, c'est fait, il faut le savoir. Voilà. Ah oui, un autre document là que j'ai mis sur la droite de mon écran, c'est un rapport de l'inspection générale qui est paru l'année dernière et sur lequel je m'appuie énormément en ce moment pour construire mes cours en lien avec le domaine de l'écrit de la maternelle. Vous pouvez trouver des éléments sur Internet à ce sujet. Il faut savoir que dans ce rapport, alors il y a un rapport un peu plus succinct, hein, que vous pouvez trouver sur Internet. Eh bien,
les inspecteurs généraux dressent un certain nombre de constats en lien avec l'apprentissage de l'écrit à l'école maternelle, notamment, sachez-le, la disparition assez conséquente de la pratique de la dictée à l'adulte. Donc, je vous conseille de vous préparer à la dictée à l'adulte et d'essayer, si on vous demande de proposer une séance d'écrit à la maternelle, eh bien, d'évoquer ou de présenter une séance de dictée à l'adulte. Ce n'est pas l'objet de ce cours aujourd'hui, mais en tout cas, vraiment, ça sera bien vu et vous direz qu'en plus, c'est quelque chose qui est préconisé depuis ce rapport. Et le deuxième élément, c'est alors plutôt fin de moyenne section et grande section, parce que la dictée à l'adulte, on peut la proposer de la petite section à la grande section. Sinon, fin de moyenne section, grande section, eh bien, vous avez comme préconisation, parce que ce n'est pas assez utilisé, le fait de proposer aux élèves de l'écriture tâtonnée. Par exemple, en moyenne section, fin de moyenne section, un élève est en capacité d'essayer d'écrire le mot radis ou un rat, un mot à une syllabe ou à deux syllabes, et en grande section, dès le début de l'année, des mots de deux syllabes simples et des mots de trois syllabes en fin d'année. Donc ça, c'est des exercices qui sont peu proposés et sur lesquels il faut pour autant mettre un gros forcing parce que c'est vraiment vecteur de réussite dans l'entrée au CEP par la suite. Pourquoi ils ont disparu, si on vous demande, eh bien, vous pouvez dire que c'est parce que l'accent a été mis sur le geste de l'écriture. Alors là, oui, on voit beaucoup d'activités qui ressemblent à du CEP. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment comme ça qu'on doit le travailler, euh, au détriment de l'écriture, vraiment de situations de production d'écrit. Et on voit plus de gestes d'écriture. Hop, je continue. Un autre élément également, évidemment que c'est impossible d'être passé à côté, ou alors c'est parce que vous étiez en train de réviser, enfermé dans votre caverne. Donc si c'est le cas, vous êtes tout pardonné parce que grâce à moi, vous allez en prendre connaissance. On parle activement, principalement en ce moment, notre Premier ministre en particulier, on a beaucoup parlé, c'est lui qui l'a instauré quand il était ministre de l'Éducation, Monsieur Gabriel Attal, c'est le choc des savoirs qui a comme objectif de faire élever le niveau de notre école. Dans ce choc de savoir, il y a un certain nombre d'éléments qui sont soulignés et bien évidemment le fait d'accentuer le travail sur les fondamentaux en français et en mathématiques. On parle par exemple de la labellisation de certains manuels de lecture qui vont arriver à la rentrée, le fait de travailler et de comprendre la démarche Singapour qui, en mathématiques qui a fait ses preuves. Mais ce qu'on peut retenir pour l'école maternelle, et c'est pour ça que je l'ai mis en gras sur le document, c'est un travail sur les compétences psychosociales. Donc les compétences psychosociales qui visent, et ça c'est un élément vraiment moteur dont on parle beaucoup et que vous pourrez notamment évoquer au moment des oraux en lien avec la connaissance du système éducatif, eh bien c'est tout ce qui est lié au climat scolaire et au bien-être à l'école. Les sciences cognitives, le fait d'avoir mis des petits électrodes sur le cerveau des enfants, sur le crâne des enfants plutôt, pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, ce qui fonctionne, c'est de permettre aux élèves de se sentir bien à l'école. Et plus les élèves se sentent bien, plus les enseignants se sentent bien, mieux ils sont en capacité d'apprendre. Donc là, vraiment, notre institution met l'accent sur le développement et le travail spécifique du développement des compétences psychosociales à l'école. Donc, si vous voulez connaître un petit peu d'éléments là-dessus, vous pouvez retrouver, alors c'est pas complètement actualisé parce que je parlais des sciences cognitives, mais je crois que j'ai bientôt un live d'ailleurs d'ici la fin de l'année sur les sciences cognitives à l'école, dans la salle de classe, mais sinon vous pouvez le retrouver en partie, enfin pas en partie, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, vous ne pouvez pas passer à côté du choc des savoirs et de pouvoir citer les compétences psychosociales et le fait que maintenant les enseignants vont être formés à former les élèves là-dessus. Ah bah voilà, Calypso est avec nous. Quelle classe, Sabrina? Vous parliez de quoi quand vous posez cette question? Quelle classe? C'est bien, ça me permet de voir un petit peu. La slide précédente qui était
sur les syllabes, bah, je l'ai dit, du coup, sur la dictée à l'adulte de la petite section à la grande section et la production d'écrits en écriture tâtonnée, une syllabe, 2 syllabes en moyenne section et 2 syllabes, 3 syllabes en grande section. Un rappel quand même, hein, posons-nous 2 petites secondes. Je ne fais que vous parler du CRPE. Il y en a certains d'entre vous qui, peut-être, sont tout nouveaux, tout neufs, dans cette aventure, cette belle aventure. Donc je reprends, hein, les épreuves. On a les épreuves écrites. A priori, vous les avez tous passées, je crois. Certains ont déjà les résultats, d'autres vont les avoir demain. Je croise les doigts encore. Donc voilà, on a, le français, les mathématiques, 3 heures, coefficient 1. Et puis l'épreuve d'application, sciences, histoire géo-EMC, art au choix. Et ensuite, si vous réussissez les épreuves écrites et que vous passez le barrage, eh bien, vous accédez aux oraux. Et pour les épreuves orales, vous avez une leçon à construire de français et une leçon en mathématiques. Vous avez 2 heures de préparation pour 1 heure de présentation. Vous avez ensuite une autre épreuve d'entretien visant à vérifier votre motivation à être enseignant. Et ça vraiment, ça se prépare. Et pour vérifier vos connaissances en EPS. Coefficient, l'épreuve de leçon, coefficient, il me semble que c'est coefficient 4, Adrien. Oui, oui, c'est coefficient 4 et c'est d'ailleurs pourquoi chez Vocation CRPE, on fait le choix et on conseille dans mes cours gratuits sur l'organisation des révisions, vraiment, je conseille de travailler la didactique du français et des mathématiques, cette épreuve, dès le mois de septembre. C'est essentiel parce que c'est quelque chose en fait qui est très éloigné de vos connaissances. Parce que tout ce qui est notionnel en français et en mathématiques, au final, bah, c'est issu de votre parcours universitaire peut-être, votre parcours scolaire. Mais concevoir une leçon en français et en mathématiques pour une classe, c'est vraiment quelque chose que vous méconnaissez. Donc, il faut vraiment vous y acculturer le plus rapidement possible. Donc, on conseille de s'y préparer très vite. Et enfin, une épreuve optionnelle de langue vivante. Alors, quelques éléments sur la maternelle et ses essentiels, histoire d'avoir l'air un peu plus cultivé que les autres quand vous passez devant le jury. Parce que c'est vrai que franchement, notre marque de fabrique chez Vocation CRPE, et j'aime souvent à le rappeler, écoutez, c'est de vous permettre de vous démarquer. Quand on est face à un candidat ou quand on lit un sujet écrit ou quand on est face à des candidats en tant que jury, je trouve qu'on arrive à voir à déceler ceux qui se sont préparés avec une préparation intense. Alors, je ne dis pas que une préparation telle que vocation, mais quand même, ou alors très, très intensément d'un point de vue personnel. Pardon, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Et donc, comment on se démarque? Par des connaissances un peu spécifiques et surtout par du vocabulaire vraiment approprié. Utiliser des termes appropriés. Comme quand on se présente en fait à un entretien d'embauche et qu'on a envie de se démarquer. La différence, ça va être si vous avez, par exemple, pris connaissance du milieu de travail, pris connaissance des différentes organisations, du personnel qui s'y trouve, et que vous êtes en capacité d'utiliser les bons termes. C'est exactement pareil au moment des oraux et même des écrits. Alors, pour aller plus loin, quelques personnalités que vous pouvez citer. Pauline Kergomar, donc voilà, ça pourrait, pourquoi pas, hein, dans ces termes, vous permettre, ces 3 personnalités vous permettre de vous y référer lors d'une introduction, par exemple, lors d'une introduction ou alors les écrits, c'est trop tard, mais en tout cas, lors d'une introduction sur un sujet lié à la maternelle, vous avez les éléments hein, que vous pouvez retrouver. Je vais pas tout lire, mais c'est vraiment des personnalités voilà, essentielles à connaître. Maria Montessori, en sachant que vous devez absolument euh, présenter un bémol quand vous évoquez Maria Montessori, parce que à la base, Maria Montessori est je crois, psychiatre ou psychologue, en tout cas une médecin
qui a mis en place des activités pour travailler avec des élèves en situation avec des enfants, pardon, en situation de handicap. Elle ne faisait pas classe. Et, elle a donc mis en place et développé tout un tas d'activités de manipulation qui, grâce à son observation, ça lui a permis de voir que les enfants étaient en, comment dire, en forte progression parce que ces activités, elles étaient individualisées. Donc c'est clair qu'à l'école maternelle, j'y reviendrai tout à l'heure, les enfants sont souvent mis en travail en autonomie. D'ailleurs, le fait de développer l'autonomie, on le retrouve à différents moments dans les programmes. Donc, évidemment, on propose des ateliers en autonomie aux élèves. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on s'inspire du travail de Maria Montessori. Il y a des enseignantes qui se revendiquent de travailler en type complètement Montessori. Moi, je ne vous conseille pas d'évoquer cela de cette manière-là au CRPE. C'est une pédagogie qu'on peut mettre en place quand on a une grande connaissance et quand on a déjà une belle expérience dans l'école maternelle, qu'on peut commencer à vraiment mettre en place ce type de pédagogie. Par contre, on peut s'en inspirer quand on évoque les activités en autonomie. Célestin Freinet, qui a mis en avant, je dirais, tout ce qui est classe coopérative et sur lequel on peut s'appuyer quand on parle de la pédagogie de projet également. Alors, l'école maternelle, si on veut y voir bien clair, elle est, donc c'est le cycle 1 de l'école de notre institution. Les trois éléments qui ressortent à la lecture des programmes, c'est une école qui s'adapte aux jeunes enfants et ça, c'est vraiment très important de le rappeler. Ces trois éléments-là que vous voyez là sous maternelle cycle 1, ce sont des éléments que vous pourriez citer en introduction de vos séances, de vos leçons de mathématiques ou de français. Donc une école qui s'adapte aux jeunes enfants, c'est-à-dire que clairement, on propose une pédagogie complètement différenciée, on crée des groupes homogènes, hétérogènes. En tout cas, ce n'est pas à l'élève de s'adapter à vous, c'est vraiment à vous à s'adapter, à vous adapter aux élèves. Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage, et je vais y revenir juste après. Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Il est donc vraiment important de vous y référer, notamment quand vous allez évoquer votre gestion de classe. Il y aura vraiment des moments où vous allez évoquer le fait que vous travaillez en modalité de groupe et que vous allez aussi laisser les élèves en autonomie. Et ça, c'est ce qui permet aux élèves d'apprendre à devenir élèves. C'est quoi le titre de cette partie, me demande Sabrina. Eh bien, écoutez, on était vraiment dans tout ce qui est les connaissances générales, je crois, en lien avec la maternelle. Les 5 domaines d'apprentissage. Donc, le programme, par exemple, au cycle 2, en cycle 3, les programmes sont organisés en matière avec le français, les mathématiques, etc. En maternelle, on parle des domaines d'apprentissage avec ces 5 domaines-là. On peut parler d'élèves et d'enfants à l'école maternelle, vous pouvez mixer les deux. Alors, concernant nos cours chez Vocation CRPE, il faut savoir qu'on vous propose des cours dédiés sur ces différents domaines avec des formateurs spécialisés. Moi, par exemple, je suis spécialisée de la maternelle, donc sur la maternelle et spécifiquement sur le langage. Donc, je vais par exemple proposer des cours sur le mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Un élément important, tiens, que je souligne, c'est que mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, c'est un domaine qui est au cœur des autres domaines, ce qui veut dire que je vous invite à absolument cibler des objectifs langagiers dans tous les domaines que vous allez aborder. Alors, pour les écrits, c'est un peu tard, mais par exemple, pour les mathématiques, n'hésitez pas, une fois que vous aurez ciblé votre objectif d'apprentissage en mathématiques, dire que vous avez aussi un objectif ou des objectifs langagiers pendant cette séance de mathématiques qui vont être ou qui va être, par exemple, de faire nommer le chiffre 3 ou nommer la quantité de deux objets ou de nommer les formes telles que carré, rond, rectangle. Et ça, c'est des objectifs langagiers.
Les fameuses modalités spécifiques d'apprentissage, alors là, clairement, si vous les citez, vous allez vous démarquer, vraiment. Donc, c'est important de les cibler. Il y a apprendre en jouant, donc à l'école maternelle, on n'apprend pas comme dans les autres cycles. Donc, le législateur, en créant ces programmes de l'école maternelle, a proposé 4 modalités. La première, c'est apprendre en jouant. Évidemment, à l'école maternelle, on va proposer des jeux. Déjà, les élèves jouent dans la classe de manière autonome dans différents espaces dédiés à cela. Mais dans les séances que vous pouvez proposer des jeux pour susciter la motivation et l'engagement des élèves. Attention, je préconise de ne pas proposer apprendre en jouant en début de séquence. Quand on découvre une nouvelle notion, il est préférable de proposer cette deuxième modalité d'apprentissage qui est apprendre en réfléchissant et en résolvant les problèmes, des problèmes. Donc là, on propose une situation problème à un élève. Apprendre en s'exerçant. Donc là, clairement, à l'école maternelle, on est en permanence en train de travailler de manière spiralaire, c'est-à-dire que les élèves apprennent d'une certaine manière une notion et ensuite on va réapprendre cette notion à plusieurs moments dans la période avec tout un tas d'outils que vous allez mettre à leur disposition, des outils de pratique autonome. Ils vont suivre la séquence d'apprentissage que vous allez proposer avec vous. Et en parallèle, vous allez proposer des situations de jeu, des situations d'apprentissage qui vont être proposées en autonomie parce qu'ils auront travaillé une notion, une séance avec vous. Ils seront en capacité ensuite de, par exemple, utiliser un jeu que vous auriez, vous, travaillé en séance dirigée avec eux. Donc, on apprend en s'exerçant, en répétant et en répétant et en répétant. Et enfin, apprendre en se remémorant et en mémorisant. Il est essentiel à l'école maternelle de proposer un grand nombre d'activités où les élèves mémorisent, donc les comptines, les chants, mais aussi en se remémorant. Ça veut dire que les élèves ont besoin de s'appuyer sur des traces que vous allez prendre des activités que vous proposez dans vos séances d'apprentissage pour présenter les séances. Quand vous êtes en coin regroupement, vous allez dire, voilà, aujourd'hui les enfants, il y a un groupe qui va travailler avec moi pour apprendre à, et il y aura un support visuel pour permettre aux élèves de se remémorer et de bien comprendre l'activité qui va leur être proposée. Donc, il faut proposer comme ça un certain nombre d'outils visuels qui sont issus vraiment de la classe, de la pratique de la classe. On ne va pas mettre une photo de puzzle au hasard, on va vraiment présenter un puzzle de la classe si on propose aux élèves de travailler sur des puzzles, par exemple. Les 5 dommages, ah ben voilà, c'était cette slide-là, je me posais la question tout à l'heure, je me suis dit: «Mince, j'ai oublié de le mettre au milieu». Oui, donc le langage, il est au cœur de tous les autres domaines et vous devez vous y référer systématiquement quand vous présentez une séance dans un autre domaine. Chez Vocation CRPE, donc voilà, les mathématiques et l'oral, les mathématiques et le langage chez l'oral. Alors que les autres domaines sont travaillés à l'écrit dans l'épreuve d'application. Je ne sais pas d'ailleurs pour ceux qui l'ont passé, est-ce que dans l'épreuve d'application, vous avez eu quelque chose sur la maternelle? Ça m'intéresse parce que je ne suis pas sûre que ça a été le cas encore l'année dernière. Oui, en art. Ah, super. Ah bah, je suis contente parce que ça manquait un peu, je trouve, l'année dernière. Pas en histoire géo, ça va venir, hein. Je pense que les autres années, mais en même temps, le concours aussi risque de changer, donc à voir. En art plastique en cycle 1. OK, super. Bah, chez nous, c'est Virginie qui, fait les cours, sur l'art et elle a voilà, ses cours sont magnifiques, et je sais qu'elle a abordé la maternelle donc ah, l'année dernière en sciences aussi, nous dit Chantal. Donc vous voyez, hein, la maternelle a vraiment sa place au sein du CRPE. Donc nous, on propose voilà des cours bien dédiés. Il faut savoir que sur les oraux, la leçon en français et en mathématiques, on fait des cours le mardi soir et le jeudi soir en live avec des professeurs et sur les écrits également. D'ailleurs, c'est le mardi et le jeudi pour le français et les mathématiques et c'est sur d'autres jours pour les autres domaines. Et donc, ce sont des cours qui sont en live et enregistrés, ce qui vous permet, parce qu'on le sait, hein, vous êtes en reconversion, vous n'êtes pas toujours disponible aux horaires qu'on propose, même s'ils sont assez tardifs. Eh bien, donc, on vous les propose en replay, bien évidemment.
Voilà, ces slides vous permettent, d'avoir une idée, des objectifs visés, et des attendus de fin de cycle quand vous préparez, vous présentez une séance, de mathématiques ou de français. Il faut toujours, citer d'ailleurs l'attendu de fin de cycle. C'est la compétence finale à acquérir en grande section et bien sûr, vous allez citer en général, on vous aide, hein, vous avez souvent un extrait des programmes dans les documents qui vous sont présentés. En fait, on vous fournit un dossier avec des documents et on vous demande de construire une séance en lien avec ces documents. Donc, vous devez citer le domaine, mobiliser le langage, le sous-domaine, l'oral ou l'écrit, l'objectiviser, est-ce que vous êtes dans oser entrer en communication ou dans commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique et l'attendu de fin de cycle. Alors, on me demande, est-ce que l'épreuve de leçon, on a forcément un des 2 sujets qui porte sur la maternelle ou pas systématiquement? Pas systématiquement, Charlène. Donc là, pour, les oraux, on propose des oraux blancs. Vous voyez, c'est en ce moment, depuis un certain temps, on propose des créneaux, alors ça, c'est le soir, ça dépend des profs. C'est le soir, c'est le week-end, c'est des jours fériés et on réunit 4-5 candidats ensemble. On leur envoie à l'avance les sujets. Ils préparent les 4 sujets, ce qui fait que ça leur fait une grosse préparation. C'est bien, ils sont bien bien préparés, pardon et ensuite, ils passent chacun leur tour sur un sujet et on leur fait un retour, on les note comme s'ils y étaient. Voilà, pour les oraux blancs qu'on propose chez Vocation. Eh bien, en fait, Laurine, vous devez présenter dans votre fiche de préparation tout ce qu'il y a sur ce document, c'est-à-dire le domaine, le sous-domaine, l'objectif visé, c'est-à-dire ce que vous voyez dans la colonne numéro 2, et l'attendu de fin de cycle. Après, bien sûr, vous devez préciser la compétence qui est travaillée, par exemple, produire de l'écrit, et ensuite l'objectif de votre séance qui est très précis. Il doit être très précis, il comporte un verbe et il doit être, c'est vraiment, votre objectif de séance, c'est ce que les élèves auront appris à la fin de la séance. Donc, il faut vraiment que ça soit précis. Voilà, vous avez les différents domaines, toujours, hein, des cours en live. Je ne vais pas rentrer hein, parce que je vais essayer d'avancer un petit peu. Les concours blancs. Le domaine 4, c'est les premiers outils mathématiques. Ah oui, juste, c'est important, là, par exemple, pour les sciences, c'est vrai que j'ai parlé des oraux blancs parce que c'est vrai que je suis plus concernée par ce sujet-là. Mais bien évidemment, chez Vocation CRPE, on vous envoie également des sujets écrits à préparer chez vous que vous renvoyez et ensuite, ils sont corrigés. Vous avez votre note et vous avez ensuite des cours qui corrigent en direct. Comme ça, vous pouvez poser les questions concernant votre oral, votre écrit, pardon. Qu'est-ce qui est passé trop vite, Sabrina? Les différents domaines? Disons que honnêtement, la plus importante aujourd'hui, parce qu'elle m'amène à vous présenter une séance sur le langage en maternelle, je pense que vous n'avez pas besoin de tout noter. Il faut savoir qu'il y a les 5 domaines. Ça, c'est le domaine du langage. Le domaine de l'activité physique, c'est agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Alors, c'est intéressant, le législateur, il a nommé de cette manière-là, agir, s'exprimer, comprendre. Encore une fois, c'est vraiment en lien avec le langage. Le fait de nommer ce domaine comme ça veut dire, pour vous, professeur des écoles, que vous allez devoir faire en sorte que les élèves soient en action, vraiment, pendant votre séance d'activité physique. Ensuite, vous allez faire en sorte qu'ils s'expriment sur cette activité physique après l'activité physique et qu'ils comprennent tous ensemble les enjeux de cette activité physique, comment réussir cette activité physique. Et là, ça nécessite, par exemple, de prendre des photos et de faire verbaliser les élèves. Et là, on est sur une séance de langage en lien avec de l'activité physique, par exemple. Donc, vous voyez, et c'est exactement le même processus pour les activités artistiques, agir, s'exprimer, comprendre. Donc, acquérir les premiers outils mathématiques pour les mathématiques. Et enfin, explorer le monde pour les sciences. Les sciences, le temps et l'espace, hein, il n'y a pas que le domaine du vivant.
Alors, est-ce que vous avez des questions, même si je suis revenue en arrière, sur ces sujets-là? Je voudrais rentrer vraiment dans le pratico-pratique maintenant. Allez, j'y vais. Hop, l'application dans la classe. Donc l'idée, dans nos cours qui sont en lien avec le français et les mathématiques notamment, c'est de vous apprendre à construire vos séances, c'est-à-dire votre leçon, puisque ça s'appelle comme ça au CRPE, une leçon. Déjà, il faut savoir qu'à l'école maternelle, il faut réfléchir à, le temps de capacité d'attention de vos élèves. Ce qui est préconisé, par exemple, c'est plutôt de travailler, comme vous le voyez, de 9 heures à 11 heures. Alors ça, vous n'allez pas nécessairement le présenter dans votre séance, mais c'est bon à savoir si vous êtes interrogé par le jury là-dessus. Alors, on me demande, doit-on systématiquement présenter un objectif de séquence lors de l'épreuve de leçon ou juste il faut un objectif de séance? Il faut les deux, je pense. C'est-à-dire qu'il faut expliquer votre séance, dans quelle séquence elle s'inscrit. Par exemple, vous souhaitez amener les élèves à produire, à avoir compris comment on produit, une, recette, comment produire un écrit sous forme d'une recette. Eh bien, il y aura plusieurs étapes. On ne va pas produire une recette dès la première séance. Ça, c'est votre objectif de séquence et vous allez chaque séance va être une étape vers le fait de produire, d'être capable d'avoir compris comment l'écrit recette est constitué. Bien sûr, les élèves ne vont pas écrire une recette seuls en maternelle. Ça va être certainement une dictée à l'adulte et il pourrait y avoir une partie de cet écrit qui soit pris en charge aussi individuellement par les élèves. Si, par exemple, dans cette recette, il faut utiliser des radis ou de la salade, là, en moyenne section ou en grande section, ils seraient en capacité d'écrire ces mots-là. Donc voilà, soyez vigilants au moment où vous proposez vos séances. En tout cas, soyez vigilants quand vous allez répondre au jury si on vous interroge là-dessus. C'était important pour moi de vous éveiller à cet élément-là, qui est absolument important. Par Excuse-moi exemple, Cassandre, oui, oui, il y a bien une sûr. question juste au-dessus Ah, à laquelle tu n'as pas répondu, c'est est-ce qu'il faut apprendre par cœur les documents qui concernent ces programmes? ah oui, merci, merci Calypso. Alors Pas de souci. Perrine, vous avez bien raison de poser cette question. Non, ce que je préconise, c'est d'avoir eu alors, il faut connaître par cœur le nom des programmes, le nom des domaines et ça va assez vite. Il faut connaître les sous-domaines, aussi pour vous, hein, pour vous acculturer, pour le fait de pouvoir répondre rapidement au jury. Et ensuite avoir une idée, donc les domaines, les sous-domaines et ensuite avoir une idée des attendus de fin de cycle. C'est-à-dire que vous ne soyez pas en capacité de les connaître par cœur, mais de savoir ce qui est attendu d'une manière générale dans chacun des domaines, à peu près, en avoir une connaissance un petit peu globale. Mais concrètement, la plupart du temps, vous avez, les programmes, un extrait des programmes dans les documents qu'on vous donne dans le dossier. Alors, pour construire votre séquence, et à partir des éléments dont je vous ai parlé, sur le fait que les élèves ont besoin qu'on s'adapte à eux, qu'ils n'ont pas tous, en fonction de l'âge, la même capacité d'adaptation, de concentration et même de motivation, il est important que dans vos séquences, vous soyez conscient qu'il faut alterner les modes de sollicitation, alterner les types d'activités, alterner les modalités de travail et moduler les durées de séance. Alors, pour être très clair, en gros, en petite section, c'est 15 minutes de séance, en moyenne section, 20 minutes, et en grande section, entre 20 et 30 minutes, mais 30 minutes, c'est déjà énorme, je trouve. La place du projet, alors je vous en parlais tout à l'heure. Pour vous démarquer, encore une fois, toujours les petits conseils qui vous permettent de vous démarquer par rapport aux autres, je conseille toujours d'essayer de placer vos séances dans un projet porteur de sens. Ça, c'est quelque chose qui est rappelé dans les programmes. Les élèves, à l'école maternelle en particulier, mais moi, je vous donnerai ce conseil jusqu'au CM2. Si vous êtes en capacité de proposer une séance en français qui s'inscrit dans un projet en CM2, vous sortirez du lot également. Donc, ce que je dis là vaut jusqu'en CM2. Les élèves
Un des piliers de l'apprentissage, par exemple, ça vous pourrez le retrouver dans mon cours sur les sciences cognitives dans la salle de classe, un des piliers de l'apprentissage, ce qui fait que l'apprentissage va rester dans le cerveau des enfants, c'est la motivation et l'engagement dans la tâche. Quand l'élève comprend ce que vous êtes en train de lui faire travailler sert à quelque chose, eh bien, il est 1000 fois plus motivé et engagé dans la tâche. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je vous invite à trouver un projet qui va s'inscrire dans votre séquence. La différence entre thème et projet, c'est Cassandre qui vous forme ce soir. Ah oui, pardon. Je croyais que c'était une question. Le thème, et il y en a évidemment, c'est en général en lien avec des sujets d'actualité. Par exemple, les saisons, la galette des rois, Noël, les anniversaires. Et en général, dans ce thème, les enfants n'auront pas vraiment de situation problème à résoudre ou de réalisation concrète en lien avec des apprentissages à résoudre. En fait, quand je dis thème, c'est quand je rentre dans une classe, qu'on est à l'automne et que je vois l'enseignante qui a proposé aux élèves de compter des marrons en mathématiques, de chanter une chanson sur l'automne, d'apprendre une poésie sur l'automne, de faire de la peinture avec des feuilles collées. Et là, on est dans un thème. C'est-à-dire qu'elle a choisi d'aborder tous ces domaines d'apprentissage, ou en tout cas plein de domaines d'apprentissage en lien avec un thème. C'est intéressant parce que l'élève, dans ces cas-là, baigne dans un sujet. Il y a un point de vigilance à avoir en tête, c'est que les élèves qui sont en difficulté, ça peut un peu les noyer, notamment dans les domaines fondamentaux. Je m'explique. Clairement, un enfant qui est en difficulté, ou même moyen, il vaut mieux lui faire compter, pardon, des objets tout simples, comme des petits cubes, en lui disant explicitement, aujourd'hui, tu vas apprendre à dénombrer une quantité de 3 objets. Et là, il sait de quoi vous lui parlez. Il a compris qu'il était en mathématiques et qu'il allait devoir dénombrer des quantités. Par contre, si vous lui donnez des marrons, des feuilles et des choses, bah, dans son petit cerveau d'enfant qui est déjà un peu en difficulté, il risque de ne pas comprendre qu'il est en mathématiques. Et là, il n'est plus en situation explicite d'apprentissage. Voilà, on est vraiment dans un temps actuellement où on valorise l'enseignement explicite. Et clairement, quand on compte des marrons et des feuilles et des fleurs, c'est moins explicite, on comprend moins quand qu'on est en mathématiques plutôt que dans autre chose. Donc voilà, attention au thème, dans les domaines fondamentaux en tout cas. Par contre, faire un élevage de classe, chanter des chansons en lien avec cet élevage et des poésies, peut-être faire les escargots en sport pour apprendre à bouger comme les escargots, pourquoi pas? Mais en français et en mathématiques, je me dis attention. Un projet, par contre, c'est complètement différent. Un projet dans la classe, les enfants, ils vont être acteurs. Le projet va être un projet de classe collectif ou un projet individuel. Par exemple, nous allons produire un abécédaire tous ensemble. Ou alors, nous allons réaliser un abécédaire individuel. Et pour ce projet, on va se réunir avec les enfants et on va réfléchir à si on veut produire qu'on ait tous un abécédaire ou alors un abécédaire collectif, que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit produire? Et là, on va faire comme une carte mentale avec les élèves. Bien, on va avoir besoin de faire des fonds en art pour cet abécédaire, etc., etc. Je vais vous donner un exemple juste avant. Je vais vous donner juste après. Les étapes pour un projet, c'est de présenter pour impliquer les élèves, d'accord, essayer de trouver un sens. Par exemple, bah, je vais vous donner un exemple juste après. Le fait de réaliser, organiser, réguler, planifier, on va expliquer à quel moment on va faire ce projet, comment on s'organise pour cela. Dans un projet, par exemple, tous les élèves ne vont pas faire tous la même chose. Il y a certains élèves qui vont peut-être faire les fonds de l'abécédaire, et d'autres ne vont pas faire les fonds, ils vont faire les formes, ils vont coller les formes dessus parce que c'est un abécédaire collectif. Et il faudra bien évidemment évaluer. Sabrina, j'espère que ma slide
par la suite, va répondre à votre question. Voilà, par exemple, un exemple en grande section. On n'est pas dans le thème galette des rois, là, avec tout un tas de choses qui seraient autour de galette des rois et compter des rois, des reines, etc. On est vraiment dans un projet qui est de les enfants. Bientôt, il y a la préparation de la fête de la galette. Il va falloir qu'on réfléchisse comment on veut faire pour que cette fête de la galette, elle soit réussie. Et vous voyez là, durant cette fête, on va inviter les parents, faire une lettre ou inviter d'autres élèves. Il va falloir donc rédiger une lettre d'invitation. Durant cette fête, on va leur présenter des chansons. Donc, il va falloir qu'on apprenne des chansons. Il va falloir qu'on construise nos couronnes parce que on va tous porter une couronne comme c'est une fête de la galette. Euh, on va également, je reviens au point 3 pour Delphine, rendre les apprentissages explicites évalués. Je vais vous présenter, je vais vous expliquer comment là. On va se planifier, décider de la date, quand est-ce qu'on va recevoir tout le monde pour cette fête de la galette, la placer sur le calendrier. Même en grande section, on peut même planifier tout ce qu'on a à faire par rapport au calendrier, ce qui permet aux élèves de comprendre la durée. C'est très intéressant sur par exemple 2 semaines de travail. Et donc, bien évidemment, l'idée, c'est d'évaluer tout ça. Donc, au fur et à mesure de ce projet, eh bien, il va falloir évaluer et rendre explicite. Donc, par exemple, à un moment, quand on aura terminé la lettre pour inviter les parents, par exemple, à cette fête de la galette, eh bien, on va pouvoir dire aux élèves, avec une petite étiquette dans leur carnet de suivi des apprentissages, les enfants, quand on a tous travaillé sur la fête de la galette, eh bien, vous avez appris à rédiger une lettre. Vous vous rappelez, on a fait une dictée à l'adulte. Vous pouvez me rappeler qu'est-ce que c'est une lettre? Et clairement, là, les enfants ont compris que en situation de ce projet, ils avaient appris à rédiger une lettre pour inviter les personnes. Alors, Emma me demande à juste titre, merci pour cette judicieuse question, un projet couvre-t-il une séquence ou peut-il s'étaler sur plusieurs séquences? En fait, dans un projet, il y a plusieurs séquences. Par exemple, ici, vous allez avoir une séquence en lien avec la lettre, une séquence en lien avec les arts pour construire la couronne, et peut-être une séquence en lien avec le fait de mémoriser des chants et des comptines. Vous allez peut-être raconter une histoire autour de la galette, mais attention, pas juste comme ça, mais peut-être parce qu'il va y avoir un petit spectacle pendant cette fête en lien avec cet album. Et là, vous allez avoir une séquence de compréhension de texte entendu, c'est-à-dire dans le domaine de l'écrit. Donc, vous voyez, dans mon projet, vous voyez, là, on prend tout son sens. C'est pas juste un thème dans lequel, voilà, on s'amuse avec un sujet. Là, on est vraiment et on verbalise aux élèves que grâce à ce projet, on apprend des choses et on est très explicite. Oui, mais roule galette, moi, j'en peux plus. L'évaluation en maternelle, justement, je vous en parlais. Donc, vous avez compris à quel moment, hein, dans un projet, on va verbaliser cette évaluation, on va faire apparaître. En fait, il faut imaginer que là, cette slide, c'est une affiche dans la classe, une grande affiche sur laquelle on va faire des flèches, mettre des prénoms d'élèves, de qui s'occupe de quoi, de quel matériel on a besoin. C'est pas du tout une affiche, une jolie affiche. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous connaissent le nom de ce type d'affiche? Quand l'affiche, elle n'est pas toute belle, on rajoute des choses, on embarre d'autres, on coche, ça c'est fait. On rajoute une petite étiquette jaune qui symbolise une évaluation, par exemple. Est-ce que vous connaissez ce nom de type d'affiche? Non, je le dis moi-même. Affiche évolutive, c'est pas mal, mais c'est une affiche chantier, un affichage chantier. Ça, c'est vraiment un terme qui vous permettra de vous démarquer au concours. Tous les affichages qui sont évolutifs, qui ne sont pas destinés à être institutionnalisés à la fin, ce sont des affichages chantiers. En fait, ce sont des affiches qui permettent aux élèves de comprendre l'évolution d'un projet, l'évolution des apprentissages. Même, par exemple, en grammaire, en CM1, vous pouvez avoir une affiche qui est le fruit d'une réflexion à la fin d'une séance d'apprentissage, mais qui n'est pas une affiche d'institutionnalisation sur laquelle vous allez vous réappuyer à une séance suivante, sur laquelle vous allez rajouter des choses lors d'une séance. Et après, on réfléchira ensemble avec les élèves à construire une séance d'institutionnalisation. Alors, Aurélie me demande, le jour de l'oral, peut-on nous demander de construire une séquence?
Voilà ma réponse. Vous allez donc, dans une introduction, rappeler les enjeux, rappeler la place de la maternelle, rappeler la place de ce domaine en particulier que vous abordez, que ce soit le langage ou les mathématiques, rappeler l'importance de l'oral, de l'écrit, suivant, moi je parle du langage, et ensuite repositionner votre sujet, positionner votre séquence et positionner votre séance. Et ensuite, vous allez dérouler votre séance. Et moi, je dis souvent qu'en conclusion, ça peut être intéressant de présenter les autres séances de votre séquence. Voilà. Ou alors de le présenter en introduction, succinctement, en disant, voilà, ma séance va comporter, alors ça ne comporte pas plus de 5 ou 6 séances, c'est la séance 1 ou la séance 2 de ma séquence que je vous présenterai en conclusion pour ouvrir, pour prolonger, pour faire un prolongement lors de ma conclusion. Attention, il faut être en capacité d'avoir une courte idée simplement de la grande activité que vous proposeriez dans chacune de vos séances. On ne va jamais vous demander de décrire, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a que 15 minutes pour vous interroger, on ne va jamais vous demander de détailler chaque séance, c'est impossible. Par contre, voilà, on peut vous demander, très bien, vous avez dit que qu'il y aurait plusieurs séances, dans votre séquence, ou même d'ailleurs si vous ne l'avez pas dit, on va vous dire très bien quelles seraient les autres séances par la suite ou en amont de cette séance. L'évaluation en maternelle, il faut savoir, ça vous permettra d'ailleurs peut-être de répondre à des questions pendant l'oral de connaissance du système éducatif. On évalue avec le carnet de suivi des apprentissages. C'est vraiment un outil positif de progression qui est à destination en priorité d'ailleurs des enfants, parce que c'est vraiment un carnet qui est dans la classe et on va dire à un élève, bah là, tu vois, tu viens de réussir à ranger 5 objets du plus petit au plus grand. Je te félicite. Je vais prendre la photo et on va la coller dans ton carnet de suivi des apprentissages. C'est vraiment un carnet voilà, qu'on utilise au jour le jour. Voilà des exemples de carnet de suivi. Il faut toujours mettre la date, ça c'est absolument primordial. Et on essaye d'y mettre euh, des exemples en photo. Voilà, des exemples en photo. Vous voyez, vraiment, c'est du concret. Dans un carnet de suivi des apprentissages, il n'y a pas nécessairement tout ce que les élèves apprennent, d'ailleurs, dans la classe, mais on va choisir en équipe, en général, des éléments qui sont bien compréhensibles par les élèves et qui sont surtout bien visuels avec, vous voyez, les photos de ce que les élèves ont réalisé qui symbolisent l'étape qu'ils ont franchie grâce à vous. Voilà, là, on a un exemple de suivi des apprentissages sur le prénom, sur les traits horizontaux, par exemple. Et là, on voit aussi sur le fait de faire parler les élèves. Là, c'est en mathématiques. Alors, du coup, Alice, oui, un élève a toujours un carnet différent des autres. Il n'y a pas un carnet identique. Tous les carnets sont identiques en termes d'organisation, de titres, mais vu qu'on est censé suivre l'évolution de chaque élève n'aura pas la même progression, puisqu'on marque les réussites. Par exemple, si vous êtes à la fin d'une séquence de mathématiques durant laquelle vous souhaitiez que les élèves soient en capacité d'organiser une suite de 5 objets, et qu'un élève, à la fin de cette séquence, a réussi à en classer 4, eh bien, vous allez dire bravo à cet élève. On va mettre dans ton carnet de suivi que tu as réussi à classer 4 objets. Et je vais t'aider la prochaine fois à réussir à atteindre le fait de réussir à classer 5 objets, par exemple. Alors voilà, là on est dans le pratico-pratique de votre séance et ça c'est ce que vous devrez dire à l'oral. Durant votre séance de votre leçon d'apprentissage, que ce soit en français ou en mathématiques ou en EPS d'ailleurs, il est absolument nécessaire d'avoir un outil de suivi qui va vous permettre d'observer. En fait, à l'école maternelle, on est en permanence en train d'observer. On a des grilles comme ça avec des prénoms d'élèves. Avec en haut, on met c'est blanc d'ailleurs, c'est vierge. Et en fonction de ce qu'on travaille dans la semaine, on va écrire. Moi, ce que je préconise souvent, c'est d'avoir une feuille pour le français, pour le langage et une feuille pour les mathématiques. Et puis, vous voyez, on se met des petites croix, des petits zigouigouis. Bref, on cherche ce qui nous permet de nous repérer dans notre observation. Par exemple, bah, le fait qu'il ait réussi à
à mémoriser, une poésie, une chanson, voilà, on va dire les élèves qui sont intervenus au moment de la restitution d'une histoire, par exemple. Est-ce qu'un élève a été capable de scinder des mots, en fonction du nombre de leurs syllabes? Voilà, ce genre de type d'évaluation. Donc vraiment, il faut prévoir l'évaluation de votre objectif de séance. Comment vous l'évaluez? Quel outil vous avez à votre disposition pendant votre leçon en français ou en mathématiques? Comment bâtir votre séance en tenant compte de toutes ces spécificités que je viens de vous dire? Donc là, en gros, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les éléments un peu généraux. Vous définissez votre objectif, vous définissez bien la durée, vous prévoyez bien les modalités de travail, individuel, collectif, en groupe, ça c'est vraiment très important. Entre 10 à 25 minutes, vous voyez, hein, selon le niveau de classe et la période de l'année d'ailleurs, hein. Si on est en fin d'année, en petite section, on peut dire qu'un élève peut être entre 15 minutes, à peu près 20 minutes, peut-être voire pour certains. Voilà, donc voilà, ça dépend du moment, du niveau, mais aussi du moment dans l'année. Alors, on me demande, les fiches de suivi sont essentiellement utilisées pour la maternelle ou on peut également, ah non, en cycle 2 et en cycle 3, moi j'ai enseigné dans tous les cycles et j'avais aussi ce type de suivi. Ça me permettait vraiment de me prendre, d'observer mes élèves au quotidien et de me faire des petites remarques pour me permettre justement ensuite, ça c'est quelque chose que vous pourriez dire à l'oral, de proposer des séances de remédiation pour certains. Hein, la différenciation, c'est quand vous proposez des activités qui sont adaptées à une difficulté que vous avez repérée en amont à un élève. Vous le mettez avec le groupe habituel pour l'objectif que vous avez visé, mais à lui, vous avez fait une différenciation, que ce soit sur la quantité, la qualité, peut-être que vous lui proposez un étayage spécifique. Et donc là, c'est de la différenciation. Par contre, si vous voyez qu'un élève est en difficulté récurrente, vous allez, ou des élèves, vous proposez des séances de remédiation à ces élèves-là. Justine me demande la slide d'avant, mais je vais avancer parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de finir. Donc là, on est sur les phases types d'une séance à l'école maternelle et le rôle du maître. Donc le départ, c'est un lancement qui doit être très explicite. L'élève doit être en capacité de comprendre grâce à votre consigne ce qu'il apprend, comment il va s'y prendre, quelles sont les aides qui lui sont proposées et comment savoir si à la fin j'aurai réussi. C'est vraiment très important. Non, ça va très vite, Emma, hein, 10 minutes. Justement, l'idée, c'est de ne pas passer des heures à parler avec les petites sections, sinon ils ne vous écoutent plus. Il faut vraiment qu'ils soient très vite en activité, notamment durant cette phase 2 de recherche ou de dévolution, on dit également. Donc là, on propose une situation de recherche aux élèves, une situation voilà, de recherche. Là, durant cette étape, le maître intervient le moins possible. Il observe ou alors il met en mots, il va verbaliser ce qu'il voit pour que les élèves entendent des mots sur ce qu'ils sont en train de faire. J'attire votre attention sur quelque chose qui sort beaucoup en ce moment et en lien avec le choc des savoirs. On parle beaucoup de la démarche Singapour, mais également de l'enseignement explicite qui peut être un peu différent de ce que je vous présente là. Par exemple, en mathématiques ou en sciences. La démarche explicite, c'est quand, plutôt qu'une phase de recherche, on va présenter une phase où l'enseignant va modéliser un apprentissage. Il va dire aux élèves, voilà les enfants, je vais vous montrer comment réussir par exemple, ce tangramme. Regardez bien comment je fais. Et là, on est vraiment dans une démarche explicite. Sachez-le, c'est quelque chose qui sort beaucoup en ce moment. N'essayez peut-être pas là, au moment du concours, de le présenter sous cette forme-là. Restez sur quelque chose de classique comme je vous présente sur les slides, mais je voulais que vous l'ayez en tête parce que c'est ce vers quoi on tend à la prochaine rentrée. On ne vous en voudra pas de ne pas présenter une séance sous ce format-là, d'autant plus que tous les formats de séance, enfin, tous les types d'apprentissage ne sont pas en lien nécessairement, ne pourraient pas s'effectuer avec cette démarche explicite. Donc là, on reste je trouve, dans une démarche classique. Il faut juste que vous l'ayez en tête pour pouvoir répondre à des questions éventuelles. Donc, lancement, phase 2, recherche ou d'évolution, phase 3, mise en commun. Bah oui, on a cherché. Certains ont réussi, certains ont été en difficulté. On va mettre en commun et essayer de réfléchir comment on pourrait s'y prendre autrement ou comment ceux qui ont réussi ont fait.
Et puisqu'on a pris des indices chez les pairs, on va pouvoir à nouveau s'entraîner. Et là, l'enseignant, il propose la même activité ou une activité légèrement différente. Il va peut-être directement peut-être effectuer une différenciation en fonction de ce qu'il aura observé pendant la phase de recherche. Tiens, bah là, clairement, je ne vais pas proposer la même quantité à cet élève-là, ou alors je vais aller lui chercher un étayage spécifique, peut-être l'alphabet parce il en a besoin. Et voilà, on va peut-être avoir besoin de proposer une étape de différenciation pendant cette phase d'entraînement. Ensuite, et ça c'est la dernière étape de votre séance, vous institutionnalisez avec les élèves. Qu'est-ce que nous avons appris? Comment on s'y est pris pour réussir cette tâche? Et on réalise une trace écrite, on prend une trace, une photo, on prend des exemples qui vont servir ensuite de mise en commun quand on va évoquer et faire des échanges en collectif dans le coin regroupement. Tout ce que je viens de vous dire, le lancement, la recherche, la mise en commun, l'entraînement et l'institutionnalisation, tout cela se fait au sein de votre séance avec votre groupe que vous avez défini avec vos élèves. Un exemple de sujet possible, donc là, on serait sur la construction d'une séance oui, la phase 1, c'est la mise en activité, le lancement. Tout à fait, Sabrina. Est-ce que toutes ces étapes, touc, 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 séquence, séance, phase 1, et cetera, sont aussi transférables? Oui, c'est la même chose, Jessica. Il y a des petites différences des fois en mathématiques dans les appellations, mais en gros, c'est la même chose. Donc, l'idée serait de construire une séance 2, arriver à dissocier les syllabes et à compter le nombre de syllabes dans chaque mot. On arrive à 8 heures, je me dépêche. Donc ça, c'est juste un exemple. On ne va pas s'y attacher. Vous pourrez regarder, faire des captures d'écran. Le live sera en replay. Vous voyez le genre des... Alors, là, ce que je n'ai pas mis, c'est les exemples des programmes. Mais vous auriez eu un exemple des programmes. Ensuite, vous avez dans les documents des préconisations qui sont issues des documents EduSchool. Donc là, grâce à ce document-là, clairement, vous pouvez prendre toutes les informations nécessaires pour construire votre séance. Je vous déconseille pour votre leçon de français ou de mathématiques à partir dans quelque chose de complètement différent que ce qui est proposé dans les documents. Ou alors, il va falloir vraiment vous accrocher pour justifier votre choix. Parce que ça fait vraiment comme si on vous propose des préconisations et puis vous avez envie de faire autrement. Donc attention, moi je vous conseille de rester proche des documents. Le document 2, c'est encore des éléments qui voilà, vous expliquent comment on va plutôt préconiser l'apprentissage de l'oral et en particulier la phonologie à l'école maternelle, plutôt en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant. Oui, on présente les documents lors d'une introduction. Alors, vous savez quoi, Laurine? Je vous conseille de regarder je crois que j'ai déjà fait un cours, oui, j'ai fait un cours Zoom il n'y a pas très longtemps sur vraiment une séance de langage à l'école maternelle. C'est un cours gratuit et comme ça, vous aurez voilà, une séance complète. Là, c'était vraiment un cours qui voilà, parlait d'une manière générale de la maternelle et je ne peux pas m'y attarder. Voilà, encore un autre document qui vous donne des préconisations et vraiment sur comment mener les points d'attention pour mener efficacement les activités de phonologie. Donc là, c'est quelque part, ça vous donne des idées sur ce qu'il faut éviter, par exemple. Je vais laisser Calypso vous répondre, Amélie. Hop. Voilà un exemple de séance j'ai mis ma source, c'est voilà, des conseillères pédagogiques de l'Académie de Lyon qui l'ont proposé. Vous pouvez la retrouver sur Internet d'ailleurs. Voilà, vous avez vraiment en fait, ce que vous voyez ici, c'est vraiment ce que vous devez évoquer à l'oral. Le domaine, le sous-domaine, la place de la séance, l'objectif, les étapes, les modalités de travail, les principes didactiques, c'est-à-dire ce sur quoi je me suis appuyée. Les critères de réussite, je n'en ai pas parlé, mais ça peut être très intéressant. Les points de vigilance à avoir, par exemple, par rapport à cette séance-là, vous pourrez la regarder de manière un peu plus précise. Eh bien, tous les prérequis n'ont pas été identifiés nécessairement ici et c'est important d'identifier les prérequis, c'est-à-dire, attention, qu'est-ce que les élèves doivent déjà savoir faire pour réussir ma séance? Et là, en l'occurrence, on va leur demander de compter le nombre de syllabes d'un mot en avançant un petit personnage. Donc, ils doivent avoir compris ce qu'est un mot. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'un mot, ben, vous n'allez pas pouvoir leur demander de compter les syllabes de ce mot.
Une autre difficulté potentielle, ça pourrait être le fait de pas être capable d'avancer les jetons au bon rythme du fait de scander le nombre de syllabes. La différenciation, ça pourrait être d'anticiper quel type de mots proposer en fonction des capacités des élèves. Vous voyez ça, on est vraiment sur de la différenciation. Que font les autres élèves? Ça, vous allez avoir à le penser. Donc, mon conseil, c'est parce que vous avez là, vous voyez, hein, cette séance-là, elle est pour un petit groupe de 5, 6 élèves. Voilà, 6, 7 élèves, pas plus. Les autres élèves, il faut leur donner des activités qu'ils sont en capacité de réaliser seuls, en autonomie et dans le domaine dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes en langage, vous proposez des activités en langage. Si vous êtes en mathématiques, vous proposez des activités en mathématiques. Et voilà, retrouver son prénom, par exemple. Là, vous avez un exemple. Voilà. Moi, pour trouver ces exemples, j'ai vraiment tapé activité, atelier en autonomie en maternelle, en phonologie ou dans le domaine du langage écrit, du langage, parce que vous pouvez proposer du langage écrit et oral, hein, pour les activités en autonomie, à votre niveau en tout cas, en tapant académie. Les références, je vous disais, systématiquement en fin de cours, j'explique comment j'ai construit ce cours. Je me suis servi des documents sur Eduscol. Et également, vous voyez, hein, il y a eu un tout dernier guide depuis l'année dernière qui est Acquérir les premiers outils mathématiques. Là, clairement, si vous voulez bien vous préparer pour votre